Bienvenue donc dans cet amphithéâtre de Gessina, à ce qui nous sert aujourd'hui de Maison Palladio, de venir donc dans ces lieux du cœur de Paris pour nous retrouver et poursuivre des discussions, des échanges qu'on a entamés maintenant il y a pas mal d'années, puisque on est presque à 20 débats, je crois, organisés par l'Institut jusqu'à maintenant. Euh, Celui qu'on organise aujourd'hui est un petit peu particulier. On s'est dit il faudrait faire de temps en temps des retours sur des débats qu'on a déjà eus pour regarder si les idées qu'on avait lancées ou maniées à cette époque-là ont progressé, si la toile de fond est toujours la même. Or, il vous rappelle sûrement que il vous souvient sûrement qu'en novembre 2015, il y a eu la signature de la COP 21, que ça fait beaucoup de bruit, qu'on pouvait considérer que ça avait même été au-delà des attentes qu'avaient les gouvernants et l'ONU qui avait organisé cette conférence, dans la mesure où une conscientisation apparaissait assez nettement à la fois dans les institutions, dans les États, chez les citoyens, chez les acteurs, une sorte de grande dynamique qui avait été lancée avec cette signature de la COP 21, pourtant dans une période qui était assez délicate en France. Si on se souvient de l'atmosphère qui régnait en novembre 2015 en particulier. Voilà. Et puis, les choses sont parties dans la nature. Il y avait des choses très, très importantes dedans. Est-ce qu'il allait y avoir rapidement une ratification, et la ratification nécessaire à l'ensemble des États? Est-ce que les engagements financiers, ce sont des conventions qui généralement ne débouchent pas sur des engagements qui sont des engagements trop fermes et avec des sanctions, mais où en est-on des engagements financiers? Que s'est-il passé depuis entre les États? On a une pratique de l'ONU qui est de traiter avec les États, mais on sait très bien qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent se mobiliser, en particulier les grands opérateurs, en particulier les grandes métropoles, les grandes villes, qui sont peut-être plus sensibilisées à ces questions que d'autres. Et puis il y a eu des avatars, des événements, des élections de président des États-Unis, par exemple, qui viennent rentrer dans le jeu. Voilà. Donc, et puis la question principale, comment ça embraye de manière opérationnelle avec les entreprises? Car c'est quand même elles qui sont d'abord les acteurs, et en particulier les acteurs de la pollution et de l'émission du carbone. Et plus particulièrement, bien sûr, les entreprises de l'immobilier, les entreprises du bâtiment et de l'immobilier, puisqu'on sait que la production de carbone est très largement impactée par la production qui est la production de la construction. Voilà, donc où en est-on un peu de tout ça? Ça nous paraissait important de faire se rencontrer quelqu'un qui a une vue assez générale de toutes ces questions-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un opérationnel, mais qui a une vision transversale, en tout cas transversale des choses. Et puis, quelqu'un qui représente nos professions et qui pourrait, lui rendre la parole dans le cadre d'un débat. Donc, j'ai demandé à Pierre Ducret, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a une longue carrière dans nos métiers de la ville, puisque je ne vais pas revenir sur sa formation, mais c'est quand même un homme de la Caisse des dépôts qui a pratiquement fait tous les métiers de la Caisse des dépôts, que ce soit la banque, que ce soit le traitement des retraites, que ce soit la gestion globale de la Caisse des dépôts, et puis des positions opérationnelles, comme directeur régional de la Caisse des dépôts, au service des collectivités locales, et puis directeur des services du Grand Lyon, au moment de la mise en place du Grand Lyon. Donc ce n'est pas qu'une connaissance d'un opérateur public, c'est aussi la connaissance, l'expérience d'un opérateur de terrain et d'une collectivité de terrain. Et enfin, depuis plus de 10 ans maintenant, 15 ans, le conseiller de la direction générale de la Caisse des dépôts sur tous ces problèmes d'environnement et de climat, avec
la création de plusieurs structures, dont une avec Atsier aujourd'hui qui continue à diriger. Donc voilà, vous connaissez la logique de nos débats. On va essayer de faire un peu le point de manière assez générale sur la question, de la documenter avant de débattre. On a toujours eu horreur de faire des tables rondes à Palladio avec 2 minutes d'intervention pour chacun, mais je crois qu'il faut documenter les sujets. Donc on va demander à Pierre Ducret de le faire. Et puis j'ai invité Laurent Morel, parce qu'en tant que professionnel et en tant que compétence aussi sur ce domaine-là, je crois qu'il apporte 2 dimensions qui sont 2 dimensions complémentaires, puisque Laurent Morel, qui a fait une longue carrière dans la banque, et en particulier Paribas et BNP Paribas ensuite, mais a été dirigeant d'une grande foncière dont il a développé la stratégie sur près d'une dizaine d'années, si je m'abuse, pour l'amener au rang qu'elle occupe aujourd'hui. Et parallèlement, il s'est toujours passionné pour ces questions qui sont les questions de l'environnement et de la planète. Et il est en particulier administrateur de Shift, il nous dira de quoi il s'agit, mais pour ceux qui connaissent, donc, qui est une structure qui milite en particulier pour la sortie rapide de notre économie actuelle et pour rentrer dans une économie totalement décarbonée. Donc voilà, plusieurs dimensions chez Laurent Morel, donc qui ne sera pas uniquement le faire-valoir de Pierre Ducret, mais va au contraire pouvoir faire rebondir le débat, et j'espère l'amener dans des échanges qui vont être des échanges très instructifs. Voilà, je n'en dis pas plus pour cette introduction, et je passe tout de suite la parole à Pierre Ducret en lui posant la question, où en est-on vraiment de ces questions ? Est-ce que ce bel engouement qui est né il y a 2 ans tient toujours la route? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de factice dans tout ça? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui se mettent en place? Est-ce que les points de non-retour peuvent enfin être franchis? Voilà, tu vas nous dire tout ça. Tu as une trentaine de minutes, 35 minutes. Je te laisse la parole. Merci beaucoup Gilbert. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de venir à Palladio et comment dire, je vais essayer de vous faire le panorama que Gilbert m'a demandé de vous faire. Je vais respecter scrupuleusement ce qu'il m'a demandé. D'ailleurs, moi, je suis très discipliné. Il m'a dit, je veux que tu répondes à la question. Je veux que tu répondes à la question où en sommes-nous après l'accord de Paris, et après, je veux que tu parles de la finance et du rôle de la finance dans cette affaire. Donc, c'est simple, il y aura 2 parties. Et c'est ce que je vais essayer de vous résumer. Et je terminerai pour passer le relais à Laurent, par une petite conclusion sur les enjeux et les défis de tout ça pour le monde de l'immobilier et de la ville. Alors, bon, sur les enjeux du climat, je vais être très bref parce que vous les connaissez maintenant. En gros, le consensus scientifique mondial est établi. Si on laisse les choses aller comme elles vont, on va vers 5 degrés de réchauffement vers la fin du XXIe siècle, ce qui est à peu près ce qui s'est passé lors de la dernière phase de réchauffement de la planète, sauf que ça avait pris 20 000 ans et que là, ça se ferait sur 200 ans. Voilà. Et vous voyez le genre de transformation, les pauvres mammouths ont disparu du fait de ce réchauffement-là. J'aime bien cette slide parce qu'elle montre justement le côté extrêmement radical de ce à quoi nous sommes confrontés. C'est quelque chose qui serait hors contrôle. Voilà. Je vous rappelle aussi que pour des naturalistes spécialistes de l'écosystème terrestre, en gros, un gros mammifère omnivore comme l'Homo sapiens, ça devrait avoir une population d'environ 10 millions d'individus. Voilà. C'est à peu près, d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que c'était la population du Paléolithique, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Bon, pas besoin de vous rappeler qu'on est 7,5 milliards et qu'on se dirige vers 9 à 10 milliards, que tout ça, ça a été déclenché par la révolution néolithique, qui d'ailleurs a été possible, l'invention de l'agriculture, du fait du réchauffement, de ce réchauffement-là, qui avait pris du temps, etc. Néolithique dans lequel nous sommes toujours, même si d'une certaine façon, il a pris tellement d'ampleur
qu'on est passé aussi dans une phase qui maintenant n'est plus d'ordre historique, mais d'ordre géologique et qu'on appelle l'Anthropocène. Vous savez qu'il y a tout un débat chez les stratigraphes pour savoir où est-ce qu'on plante le golden spike, c'est-à-dire le clou d'or qui permet de dire à quel moment l'Anthropocène a commencé, cette nouvelle ère qui succède à l'Holocène et dans laquelle l'homme a un impact géologique en fait sur la planète. On peut dire début du néolithique, on peut dire début de l'ère industrielle, on peut dire Hiroshima, enfin, il y a plein de débats est toujours ouvert. Toujours est-il que c'est ça l'enjeu, c'est faire vivre l'Anthropocène parce que de toute façon nous y sommes, de façon à limiter les très très gros ennuis vers lesquels nous nous dirigeons si on continue dans la même voie. Alors sur le premier temps, où en sommes-nous après l'accord de Paris ? Où en sommes-nous ? Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous défiler beaucoup de slides, il y en a 2, 3, puis après je vais continuer sans diapositive. Où en sommes-nous après l'accord de Paris ? D'abord, je vous rappelle ces objectifs. Ils sont au nombre de 3. Et ils sont indiqués dès le début du texte, dans l'article 2 du texte de l'accord de Paris. Premier, c'est réduire les émissions pour arriver à rester à un niveau de réchauffement qui serait de 2 degrés, très en dessous de 2 degrés et si possible 1,5 degré. C'est la précision à la demande des petites îles qui savent très bien qu'à 2 degrés déjà un bon nombre d'entre elles disparaissent. Ce qui veut dire, et c'est précisé dans le texte de l'accord, qu'il faut arriver à net zéro émission nette, ZEN, j'aime assez cet acronyme, environ dans le milieu du siècle. Zéro émission nette, ça veut dire un bouleversement complet de nos modes de production et notamment de notre consommation d'énergie de façon à plus avoir d'émissions de gaz à effet de serre de ce fait. Et pour la partie énergie, c'est 50% de réduction aussi de nos consommations d'énergie. Il faut avoir en tête que le changement du mix énergétique fait 50% de l'agenda, les 50 autres pourcents, c'est l'efficacité énergétique, en gros, à peu près de cet ordre-là. Donc ça, c'est le premier objectif, 2 degrés, donc net zéro à la fin du siècle, ce qui veut dire tout un déroulement par la science, c'est-à-dire le fait qu'on a un budget carbone limité qui se situait, alors on verra ce que ça donne au prochain rapport du GIEC, probablement il est, on ne sait pas très bien, il y a un débat actuellement dans les scientifiques pour savoir si le budget carbone est plus élevé que ce qui avait été dit la dernière fois, etc. Ça se situait la dernière fois nettement en dessous de 1000 gigawatts, si je me souviens bien, enfin quelque chose de ce genre, je trompe probablement dans les unités, excusez-moi, mais de toute façon, c'est quelque chose, c'est pas compliqué, on est à 550 d'émissions, à 55, voilà, c'est ça, 55 d'émissions, c'est sur l'unité que je bute là actuellement. En gros, on a, au rythme actuel de nos émissions mondiales, un budget qui est de l'ordre d'une vingtaine d'années, si on ne le réduit pas, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc le net zéro, il tourne au milieu du siècle, quelque chose de ce genre. Ça veut dire aussi que, bien sûr, il y a toute la capacité d'action par la séquestration, par tous les modes de séquestration, soit le stockage, soit la séquestration biologique, qui nous permet, et notamment par un changement de nos modalités, de mode de production agricole et de notre gestion de la forêt. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de s'adapter à ce réchauffement qui, de toute façon, aura lieu. Et puis, il y a un troisième objectif qui sera l'objet de la deuxième partie de mon propos, qui est surprenant, parce que c'est surprenant qu'il soit si haut dans l'accord, c'est l'alignement des flux de capitaux sur les 2 objectifs précédents, de tous les flux de capitaux mondiaux. C'est extraordinaire que ceci ait été validé, accepté, signé par la totalité des pays, et d'une certaine façon, la reconnaissance du rôle de la finance mondiale dans cette affaire de la lutte contre le réchauffement climatique est officialisée par l'accord de Paris dès son premier article opérationnel qui est l'article 2. J'y reviendrai tout à l'heure.
La deuxième chose qu'il faut retenir, et ce sera ma dernière diapositive, la deuxième chose qu'il faut retenir sur l'accord de Paris, ce qui fait son caractère révolutionnaire au-delà des objectifs, c'est que c'est un triptyque. Un triptyque qui repose à la fois sur un traité, sur des engagements des pays, c'est le fameux mouvement ascendant, bottom-up, opposé à toute la négociation précédente qui imaginait un partage du fardeau entre les pays à partir de règles imposées au sommet. On demande à chaque pays de mettre sur la table ses engagements, ce qui a été fait. Et puis, un volet de l'action non étatique qui est intégré dans l'accord. C'est dans l'histoire de la diplomatie, si vous voulez, cette structure est révolutionnaire. Et un bon nombre de gens qui y ont participé de près, j'en ai été un acteur, surtout sur le sujet finance, sans trop prétentieux non plus, parce qu'il y avait beaucoup de gens, et surtout la diplomatie française notamment, qui a été très brillante dans cette affaire, brillante notamment par sa capacité, moi je voudrais rendre vraiment... à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Je rends hommage à Laurent Fabius, qui a été vraiment, sur cette affaire, exemplaire. Tout ce qu'on peut attendre de mieux de notre pays. C'est-à-dire un mélange d'humilité, de vraiment ce qu'on appelle le leadership from behind. Vous voyez, ça c'est vraiment très très fort. Et d'avoir réussi à former le consensus, on a vraiment donné, je pense, une image du pays formidable. Mais beaucoup de gens qui ont observé ça disent que c'est quelque chose qu'on peut reproduire sur d'autres accords internationaux. C'est-à-dire que sur des sujets comme la santé, mais même éventuellement sur le commerce mondial, vous voyez, le fait d'avoir cette organisation ces trois pôles, ces trois piliers en quelque sorte qui travaillent ensemble et qu'on cherche à coordonner, alors ça rend les choses plus complexes, mais ça donne beaucoup de puissance à l'accord. Sur la biodiversité aussi, c'est évidemment ce qui est en train de se préparer pour la COP 15 de la biodiversité qui aura lieu, comme vous l'avez peut-être entendu dire, en Chine en 2020, et qui devrait être l'équivalent de l'accord de Paris sur ce deuxième grand sujet environnemental qu'est la biodiversité. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cet accord de Paris s'est inscrit dans un nouveau consensus mondial. C'est-à-dire, il a été rendu possible par une évolution des années précédentes, et notamment par une évolution des relations nord-sud. En gros, on peut dire qu'il a montré qu'on était sorti de la situation diplomatique créée par l'ère postcoloniale, enfin propre à l'ère postcoloniale. Et typiquement, vous voyez, si on fait la comparaison entre ce qui s'est passé à Paris en 2015 et ce qui s'était passé au moment de Rio plus 20 c'était en 2010, Rio plus 20, c'est ça, c'est le jour et la nuit, quoi. À Rio plus 20, l'économie verte, c'était encore un truc dont les pays émergents et en développement disaient que c'était le dernier piège de l'impérialisme, en gros. Pour les coincer, leur imposer des normes, etc. Là, ils ont totalement basculé dans un système, ils ont compris que c'était une opportunité et que le droit au développement, d'abord, n'était pas un droit à polluer, mais qu'en plus, il permettait de passer, j'y reviendrai tout à l'heure, de passer directement à un mode durable, bas carbone de développement qui était une opportunité pour développer le niveau de vie de leur population. Et ce consensus, c'est un consensus sur ce qu'on appelle le développement durable, qui est lui-même à une histoire, vous savez, qui remonte assez loin au rapport Brundtland, etc., et qui s'est marqué par l'accord sur les fameux objectifs de développement durable, parmi lesquels les 17 objectifs de développement durable, parmi lesquels il y a un objectif climat, mais qu'on retrouve de façon transversale dans les autres. J'attire votre attention, et je termine là-dessus, sur le fait que dans ces objectifs de développement durable, une des choses les plus impressionnantes, sinon, c'est qu'il y a, pour moi, c'est qu'il y a un objectif de réduction des inégalités. Ça, c'est un point essentiel, et il y a un lien direct avec le climat. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation au cours des 30 dernières années où le consensus se faisait, y compris à gauche, dans une large mesure, sur le fait que l'objectif, c'était la réduction de la pauvreté. Et d'ailleurs, on a pas mal réussi à réduire la pauvreté à l'échelle mondiale. Mais l'idée que désormais, bien sûr, il faut continuer à lutter contre la pauvreté, mais que c'est la réduction des inégalités elle-même qui est une des conditions du développement, et que le développement des inégalités dans le monde
est un obstacle au développement, à la prospérité commune, etc. Ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau. C'est extrêmement important pour rendre possible les actions globales sur le climat, les questions de justice climatique, bien sûr, à la fois entre les pays, mais aussi entre les catégories sociales dans la lutte contre le changement climatique, étant absolument essentielles. Si je résume, je dirais qu'il y a un consensus sur la soutenabilité comme problème fondamental, j'allais presque dire unique, au sens des SDGs, au sens des ODD du siècle, et que le climat, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du business aujourd'hui la proof of concept de la soutenabilité. C'est-à-dire que, de deux choses l'une, où on est capable de traiter ce problème qui est très très gros, mais qui est finalement relativement simple par rapport à tout le reste des ODD, où c'est même pas la peine de continuer à parler de développement durable. Vous voyez. Voilà. Alors ça, c'est le... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi, je dirais de façon très familière et simple, c'est que la situation aujourd'hui permet de dire que c'est pas gagné, ces objectifs, mais que c'est encore possible. Et c'est justement ça qui fait que c'est tragique. Vous voyez, c'est justement ça qui fait que c'est tragique. Parce que si c'était plus possible du tout, voilà. Non mais on serait dans une autre situation. Le problème, c'est qu'on a tous les moyens pour traiter ce problème. Toutes les technologies sont là. Les transformations à opérer sont très importantes, mais elles sont possibles sans modifier fondamentalement les grands équilibres du monde. Et donc, ne pas y arriver, ce serait véritablement comment dire, un échec terrible à l'échelle de l'humanité et pour toutes les générations présentes ici, sauf celles qui ne sont pas encore en âge de la moindre responsabilité. Car n'oublions pas une chose, ce n'est pas un problème de long terme, quoi. Vous voyez bien, ça concerne les générations qui sont déjà sur Terre aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Voilà, alors quelques éléments pour dire c'est pas gagné, mais c'est encore possible. Bon, alors c'est pas gagné, les engagements des pays dont je parlais tout à l'heure, pour le moment, sont insuffisants. Ils font en gros la moitié du chemin. S'ils sont tenus, ils nous orientent vers une situation qui, d'après le GIEC, d'après les simulations qui ont été faites, serait plutôt aux alentours de 3 degrés. 3,5 degrés de réchauffement. Vous voyez, quand on donne ce chiffre, c'est un réchauffement moyen. Ça donne même 2 degrés, ça donne des situations extrêmes localement à certains endroits. C'est juste un indicateur moyen. Comme toute moyenne, évidemment, il faut la corriger de tout ce que ça traduit dans les différentes régions du monde, dans les différentes catégories sociales, etc. Alors, ce qui permet de dire quand même que malgré cette insuffisance, ça peut marcher, c'est que l'accord de Paris, ça c'est la dimension traitée si vous voulez, a mis en place une machine infernale que les pays ont acceptée, qu'on appelle le système dans le jargon c'est le stock taking, c'est-à-dire le fait de faire des bilans réguliers, d'accepter de se soumettre, ce qui était inespéré, y compris la Chine et les États-Unis qui bloquaient là-dessus beaucoup, à un système de contrôle sur leur politique publique, non seulement sur le design de leur politique publique, mais aussi sur les résultats de leur politique publique, et l'idée qu'il y a un mécanisme de cliquet qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. No backsliding. Hein. On ne peut pas revenir en arrière. Tout engagement nouveau n'est forcément un engagement supplémentaire plus positif. Ça, c'est signé, ratifié, etc. C'est extrêmement puissant, avec un système de contrôle entre les pairs et un rôle d'arbitre en quelque sorte, et de suivi des données qui sont tout ça, qui est donné à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, la dynamique est lancée. Il y a un moteur, si vous voulez, qui tourne et qui peut marcher. Deuxième élément, pour regarder ça maintenant du point de vue économique, élément défavorable, reprise de la croissance mondiale depuis 2015, justement, remontée des émissions mondiales en 2017. Elles étaient en très faible croissance, elles étaient pratiquement stables en 2015 et 2016, c'est reparti à la hausse. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a des tas de facteurs qui peuvent l'expliquer. On est incapable d'en donner un rationnel complet aujourd'hui. C'est très inquiétant, parce que si ça veut dire que la croissance mondiale, repartant, se remet à émettre, on n'a aucune chance d'y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est contredit par des choses, c'est pour ça qu'on peut penser que c'est jouable, par des choses qui sont très intéressantes. Il y a un réel découplage de la croissance du PIB mondial et des consommations d'énergie et des émissions de CO2. C'est-à-dire que là, l'intensité énergétique et l'intensité CO2 de la croissance mondiale décroît. Elle décroît 3 fois plus vite que dans la décennie précédente. C'est encore insuffisant, il faut doubler ce rythme. Mais de fait, la pente, en quelque sorte, du découplage est prise et on peut espérer qu'elle va continuer, notamment, j'y reviendrai, du fait de la Chine dans une très large mesure. Le deuxième aspect positif, c'est la diminution extrêmement rapide de la consommation de charbon qui, comme vous le savez, est de toutes les énergies fossiles, celle qui émet le plus de CO2. En gros, si on veut réussir, il faut pratiquement que dans la décennie qui vient, on arrête de faire de l'électricité avec du charbon. Bon. Ce qui est en train de se passer, c'est quand même, on voit des signes extrêmement forts du fait qu'on est en train d'en sortir, si vous voulez. Que la pente est prise, et notamment dans les gros pays consommateurs que sont la Chine et maintenant l'Inde, et donc et qui représentent quand même 40% de la population mondiale, si vous voulez, donc, ou 35%, quoi, un truc comme ça. Donc on a là, sur le charbon, quelque chose, un signal extrêmement positif. 3 éléments positifs, vous le savez, c'est fantastique, ce fantastique rallye des énergies renouvelables. Ça concerne avant tout l'électricité, mais en gros, le développement principalement du photovoltaïque et par ailleurs de l'éolien terrestre, mais maintenant l'éolien offshore est en train de rattraper en baisse des coûts ce qui se passe sur l'éolien terrestre, est absolument spectaculaire. Aujourd'hui, les investissements dans les énergies renouvelables dépassent les investissements sur les énergies fossiles. Il y a une ruée sur le PV et sur l'éolien à l'échelle du monde, et on voit apparaître des solutions du fameux problème de stockage de ces énergies intermittentes, avec une amélioration des performances et un effondrement des coûts des batteries, plus des possibilités très intéressantes ouvertes par une exploitation intelligente de l'hydrogène. Donc on voit les solutions et les modèles économiques sont apparus, c'est-à-dire que maintenant ces énergies sont rentables. C'est-à-dire que dans une très très large partie du monde, on produit de l'électricité avec du photovoltaïque et de l'éolien sans aucune subvention, moins cher qu'avec du charbon. Hein? Donc, si vous voulez, en gros, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne pour le photovoltaïque, dans une région beaucoup plus vaste, une zone beaucoup plus vaste pour l'éolien, et comme on est en train de mettre en place des solutions de stockage, et que ce qui est en train de se passer, d'après même les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, ça va être encore un nouvel effondrement des prix de l'ordre de 25% sur les cellules photovoltaïques, 30% sur les batteries dans les 5 ans qui viennent. Hein. C'est absolument colossal, si vous voulez. On a des gens de risque. Et enfin, dernier élément très important, c'est évidemment le digital. C'est-à-dire que les capacités du numérique à optimiser notamment l'utilisation de l'énergie, mais pas seulement, aussi les usages des biens d'une façon générale, des transports et à rendre beaucoup plus efficace l'économie mondiale, c'est très important. Maintenant, ma position, c'est de dire que le digital, c'est très très bien, à condition que ce soit mis au service de ce nouveau modèle soutenable. C'est pas toujours absolument le cas. Je ne suis pas convaincu que l'augmentation infinie des capacités de transport de données soit un objectif en soi. De pouvoir faire du streaming puissance 3 ou je sais pas quoi, je m'en fous. En revanche, effectivement, les applications qui permettent de partager et de faire une mobilité intelligente ou d'optimiser les consommations d'énergie, ça c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est les besoins d'investissement? Juste pour vous donner les ordres de grandeur. Dans le domaine de l'énergie, en gros, je vais vous donner des chiffres qui ne sont pas tout à fait justes, mais c'est juste pour avoir des ordres de grandeur en tête et facile à retenir. En gros, source Agence internationale de l'énergie, pour le seul sujet de l'énergie, c'est 1000 milliards par an. 50%, comme je vous le disais, sur le mix énergétique, 50% sur l'efficacité énergétique. On y est
à peu près on est en train d'y arriver sur le mix énergétique, le renouvellement du mix énergétique. On n'y est pas encore sur l'efficacité énergétique, ce qui montre aussi, vous voyez, il y a le côté le revers, c'est pas suffisant, mais en même temps, ça montre que bien qu'il n'y ait pas assez d'investissement d'efficacité énergétique, on a quand même le découplage dont je vous parlais tout à l'heure entre la croissance mondiale et la consommation d'énergie. Donc, bon, on en a sous le pied, quoi, en quelque sorte. Bon, ça, c'est pour le seul sujet de l'énergie. La New Climate Economy de Nick Stern, qui est un think tank mondial qui est très important parce qu'il réunit à la fois des gens, des dirigeants et des académiques du Nord et du Sud, chiffre le besoin en infrastructure de l'ordre de 5 000 milliards par an à peu près. Mais ce n'est pas 5 000 milliards nouveaux. Ils disent, en fait, vu les besoins du Sud, parce que les infrastructures, on en a surtout besoin dans le Sud. En Europe, en Europe de l'Ouest, on n'a pas tellement besoin de nouvelles infrastructures. Il vaut mieux surtout utiliser correctement les infrastructures existantes. Je me réjouis d'ailleurs de décisions très récentes qui confirment ce point de vue. En revanche, en Europe de l'Est, encore pas mal. Mais le développement des infrastructures, de toute façon, va se faire. Donc la question, c'est comment on va les faire si on veut éviter ce qu'on appelle, là aussi, dans le jargon, pardonnez-moi, je glisse des mots d'anglais, c'est pas pour faire chic, c'est parce que c'est important de connaître aussi le jargon mondial sur ce terme-là. C'est le locked-in, hein, c'est le risque de faire des infrastructures qui nous bloquent, qui nous enferment dans un truc pour 20, 30, 40 ans. Sur lequel on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, comment on fait les infrastructures aujourd'hui, c'est un point extrêmement important. Une idée, le One Belt, One Road, le fameux programme chinois, c'est 1300 milliards de dollars, c'est-à-dire 7 fois le plan Marshall, qu'ils veulent déployer sur ce fameux projet, qui est essentiellement un projet d'infrastructure, sur la partie Asie centrale, Afrique et Europe du Sud, et jusqu'à l'Europe du Sud. Les Chinois ont pris conscience du fait qu'ils ne pourraient pas continuer à faire des centrales à charbon, à réduire la consommation de charbon sur le marché domestique, mais à continuer à construire des centrales à charbon ailleurs. Ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, et que, effectivement, s'ils voulaient faire passer One Belt, One Road, il faudrait que ces infrastructures soient elles-mêmes soutenables. Et ils commencent à s'y mettre sérieusement. Mais c'est un enjeu colossal dans les PVD. Autre chiffrage, pour toujours être dans les ordres d'idées, 2500 milliards à peu près par an, hein, pour le One Belt One Road, 1300 milliards, ça c'est global, c'est le chiffrage actuel du projet. Il va probablement gonfler énormément. Les 5000 c'était par an, les 1000 milliards c'était par an, et là aussi par an, 2500 milliards d'investissements dans les seuls PVD, dans le seul monde en développement et émergent, pour mettre en œuvre la totalité des ODD. Alors moi, je doute un peu de ce chiffrage, mais ça donne aussi un ordre de grandeur intéressant, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mettre en œuvre les PVD, les ODD intégralement. Mais enfin bon, peu importe. Ce qui est important sur ces ordres de grandeur, c'est qu'il faut avoir en tête que c'est d'abord de la substitution. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'argent additionnel. On n'a pas besoin d'argent en plus, l'argent est là. C'est plutôt de faire les choses autrement, de le dépenser autrement et de le diriger autrement. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que ce sera avant tout de l'argent privé. C'est-à-dire qu'évidemment, de toute façon, quoi qu'on fasse, l'argent public est minoritaire dans cette affaire. Il y a un raisonnement très simple. Hein. Le pays qui a le mieux documenté cette question, c'est la Chine, dans le cadre de son économie planifiée et sur à la fois le plan précédent et le plan quinquennal actuel. Et en gros, les Chinois disent, pour réaliser la transition vers l'économie verte, la Chine vers l'économie verte, on aura à peu près 20% d'argent public. Alors, et le reste, c'est 80% d'argent privé. Alors évidemment, les mauvais esprits peuvent dire, dont nous sommes tous, peuvent dire, oui, qu'est-ce que c'est la différence entre l'argent public et l'argent privé en Chine, etc. Bon. Mais si vous voulez, en fait, en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est l'argent véritablement directement actionné par l'État et les collectivités publiques. Si la Chine, où l'emprise du secteur public est quand même très importante, fait ce calcul de dosage, si vous voulez, il n'y a aucune raison pour qu'on soit au-dessus de nous. Donc l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est 20% d'argent public, y compris l'argent des banques multilatérales, des banques bilatérales, etc. Hein, c'est toutes les formes d'argent public, 80% d'argent privé. Donc l'arithmétique est très simple. Si on veut réussir le truc, il faut faire levier sur l'argent privé. En gros, il faut utiliser stratégiquement les ressources publiques pour que l'épargne domestique s'investisse dans les bons endroits. Le troisième point,
sur ces ordres de grandeur, c'est que ça sera avant tout de l'épargne domestique. Aucun modèle de développement ne peut reposer exclusivement sur des transferts internationaux. C'est d'abord l'épargne domestique qu'il faut mobiliser. Alors évidemment, il y a le cas des pays les plus pauvres, les moins avancés, qui n'ont pas d'épargne, mais finalement, ils sont relativement peu nombreux par rapport à la population mondiale. Partout ailleurs, y compris en Afrique, il y a de l'épargne domestique. Et c'est d'abord les modèles endogènes de développement qu'il faut mettre en œuvre. Et les transferts eux-mêmes, les transferts internationaux qui sont importants, bien sûr, mais doivent eux-mêmes avoir comme objectif de faire levier sur la mobilisation de l'épargne domestique de ces pays pour orienter l'argent dans la bonne direction. Voilà. Alors, ces différents éléments sur la situation. Un point, évidemment, de situation à propos de la question américaine et de la question Trump et nouvelle administration aux États-Unis. Bon, comment dire, il y a des gens qui disent en fait Trump est en train de rendre service à ses pires adversaires, quoi. Et notamment sur ce sujet du climat, c'est probablement ce qui est en train de se passer. Il y a une coalition qui s'est créée, qui s'appelle We're Still In, dont le principal chef de file politique est Jerry Brown, le gouverneur de Californie, mais qui entraîne un très grand nombre d'États, la plupart des grandes villes américaines, beaucoup de très très grandes entreprises, et qui disent et qui représentent, si je me souviens bien, 120 millions d'Américains. Le chiffre, c'est quelque chose qui doit tourner aux alentours de, pour moi, 40% du PIB américain, et qui disent, nous on reste. On va les tenir, les objectifs des États-Unis, dans l'accord de Paris. Peu importe ce que dit l'administration fédérale. Voyez. Et ce mouvement est en train de se développer à toute vitesse. Donc, même s'il fait beaucoup de mal, il fait beaucoup de mal notamment dans toutes les agences d'environnement. Et bien sûr, beaucoup d'opérateurs économiques vont s'engouffrer dans les baisses des régulations qu'il est en train de mettre en place. Il n'empêche qu'il y a des cordes de rappel extrêmement importantes. Autre point de situation, je considère qu'il y a 4 tests majeurs. La Chine. Est-ce que la Chine va réussir? La Chine s'est engagée à avoir son pic d'émissions en 2030. Est-ce que la Chine va réussir à anticiper son pic d'émissions, comme on l'espère? Tout se joue là-dessus, dans une très large mesure. La Chine, je vous rappelle, aujourd'hui, a un niveau d'émissions par tête, est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, mais elle a un niveau d'émissions par tête qui est comparable à celui de l'Europe. Donc, et elle a un stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est comparable à celui de l'Europe aujourd'hui. Donc elle ne peut plus dire, c'est ça qui l'a fait changer complètement en 2015, elle ne peut plus dire, comme elle le disait avant, moi je suis du côté des pays en développement, non. Bon. Donc, et si elle s'y est mise, c'est avant tout parce qu'elle a compris que c'était son intérêt. D'abord parce qu'il y avait de très gros risques pour elle, qu'elle est extrêmement vulnérable, qu'elle est vulnérable politique, que le Parti communiste aussi chinois est vulnérable parce que c'est un sujet majeur pour la population, à commencer par celui de la pollution atmosphérique, et aussi parce qu'elle a compris qu'elle avait beaucoup à y gagner et qu'elle pouvait prendre le leadership et installer son nouveau modèle économique sur ces sujets. Deuxième grand test, c'est l'Afrique. Avec une population qui va énormément augmenter, est-ce qu'on va réussir à aider l'Afrique, mais c'est elle qui devrait le faire, ce qu'on appelle le saut de grenouille, le leapfrog, passer directement à un modèle de développement faible en émissions de carbone. Ils partent de rien, ils n'ont aucune responsabilité dans les émissions, il faut tout de suite qu'ils arrivent à un modèle de développement green. Troisième défi, plus sectoriel, les transports. Je dirais particulièrement la bagnole. Est-ce qu'on va réussir? Parce qu'il y a d'autres sujets de transport, mais celui-là, il est quand même majeur parce qu'il est inscrit dans tout le logiciel du XXe siècle. Donc, ce n'est pas seulement la question des modes de propulsion, ça c'est très important, et de ce point de vue-là, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, j'aurais pu, mais ce qui est en train de se passer sur les véhicules électriques est évidemment extrêmement positif, et c'est tiré notamment par la Chine, mais et tous les constructeurs s'y mettent. C'est d'ailleurs très intéressant de voir ce qui s'est passé aux États-Unis, les 2 grands salons automobiles. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a eu Las Vegas avec Tesla, et puis Detroit avec les grosses SUV, les grosses conneries, où on continue pareil avec des voitures de plus en plus puissantes, etc. Mais en fait, Detroit est en train de voir son audience diminuer, et le truc chic, c'est Las Vegas. Donc bon, comme c'est eux qui font un peu les standards mondiaux, c'est extrêmement important. Ça, c'est sur les modes de propulsion, mais au-delà de ça, c'est la question de l'appropriation des voitures qui est un sujet. Je vous rappelle ce que je fais toujours, une chose évidente,
Quelle est la distance moyenne parcourue par une automobile dans le monde chaque jour? 5 km. Quelle est la vitesse moyenne de ce trajet moyen? 5 km/h. Quel est le taux de remplissage de cette voiture? 1,2 personnes. Allocation optimale du capital? Bon, arrêtons. Remplissons les bagnoles, arrêtons d'être propriétaires de voitures quand on peut s'en passer. Enfin, tout ça est débile, si vous voulez. C'est un gaspillage monstrueux et l'industrie automobile commence heureusement à s'en rendre compte. Donc ça, et le digital va nous aider à outiller tout ça. Mais c'est un point très important parce que c'est tellement inscrit profondément dans le cerveau reptilien de l'homo economicus du XXe siècle, et partout dans le monde, pas seulement chez nous, qu'il faut avoir une bagnole, qu'il n'y a qu'à voir les publicités, etc., que ça ne va pas être facile. Et enfin, les défis de l'agriculture, bien sûr, et derrière l'agriculture, ceux de l'alimentation, puisque, en gros, et c'est là où se fait le point de contact entre la question du climat et de la biodiversité. Le vrai sujet de la biodiversité, c'est d'arrêter de mettre des pesticides dans le sol, ce qui nuit terriblement aux écosystèmes, et en même temps, ça permet de mieux séquestrer, quoi. Comme on aura toujours des émissions, parce qu'on est nombreux, il faut mieux séquestrer dans les sols, et ça passe par un nouveau modèle agricole, et disons par l'expansion de l'agroécologie à l'échelle mondiale. On a déjà réussi des révolutions agricoles considérables dans le monde. Les agriculteurs, à l'époque où ils étaient illettrés, sont passés à l'assolement triennal en 50 ans en Europe. Donc on est capable de faire des choses énormes. En plus, maintenant, ils ont, même quand ils sont illettrés, ils ont un téléphone portable. Donc on peut faire des choses colossales, rapides. Mais c'est pas gagné. Et enfin, tout dernier défi, le social. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à montrer que ce truc-là, c'est pas un truc pour les riches, mais que c'est surtout pour les pauvres, parce que c'est les pauvres qui sont les plus vulnérables, et que c'est eux qui ont le plus à perdre, et peut-être aussi le plus à gagner si on réussit la transition. Si on n'arrive pas à démontrer ça, on ne réussira pas. Qu'est-ce que c'est les politiques publiques dont on dispose? En gros, il n'y en a pas tant que ça. La recherche-développement, l'aide publique à la recherche-développement, ça marche bien, on le voit dans les énergies renouvelables. Les normes, mais c'est compliqué parce qu'il faut se mettre d'accord mondialement. On a réussi des choses, notamment sur les gaz HFC. Récemment, il y a eu un accord dans le cadre du protocole de Montréal qui est extrêmement important. Mais ça passe par des règlements de conflits d'intérêts, bien sûr, entre les différents pays. Troisièmement, la fin des subventions dans les énergies fossiles, 550 milliards par an, enfin c'est complètement dingue. Ça commence, y compris dans les pays pétroliers, où on commence à réduire les émissions. Le fait qu'ils aient connu une crise budgétaire avec la baisse du prix du pétrole a accéléré le truc, et tant mieux. Les prix du carbone, bien sûr, donner un prix. Les subventions aux énergies fossiles, c'est un prix du carbone négatif. Ce qu'il faut, c'est après donner un prix du carbone positif pour orienter correctement les investissements, et notamment les investissements industriels. L'allocation stratégique des fonds publics, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que pas mettre l'argent n'importe où, mettre l'argent là où on a le principal effet de levier, où on a le meilleur effet de levier pour attirer les fonds privés vers les bons investissements, la formation et la gouvernance. Disons que la course a commencé. Et moi, je me réjouis qu'il y ait une compétition dans toute cette affaire, et qu'il y ait une compétition au leadership, une compétition entre les pays, entre les entreprises, etc. Que le green, the race for green, maintenant, est lancé, si vous voulez. Et ça ne va pas être de tout repos, ça va être même assez sauvage. Mais tant mieux, parce que c'est le seul ressort qui permettra de gagner. Je ne crois pas, je ne suis pas du tout angélique, je crois aux bons sentiments, il y en a. C'est comme dans les tontons flingueurs, il y en a. Mais le problème, c'est que si on ne se repose que sur les bons sentiments, que sur la conscience morale, etc., à mon avis, on n'a aucune chance. Donc il faut que les forces de l'intérêt, de la compétition, de l'envie de pouvoir, de l'avidité, etc., soient mobilisées pour le vert. Et c'est ce qu'ont très bien compris les Chinois, d'ailleurs, à mon avis. Et ce que comprennent de plus en plus d'acteurs économiques. Voilà. Alors le rôle de la finance. Comment la finance est entrée dans la négociation? Par deux voies. Première voie, c'est un peu sur un malentendu, comme pour citer les bronzés font du ski. C'est l'histoire des 100 milliards. Vous avez entendu parler de ça. 2009, Copenhague, échec, mais les pays du Sud obtiennent une promesse des pays du Nord de passer à 100 milliards par an de transferts en direction des investissements favorables au climat, réduction des émissions et adaptation. Je dis sur un malentendu parce que cette question est une question... En fait, vous l'avez bien compris avec les ordres de grandeur que je donnais, le sujet des 100 milliards,
Bien sûr, c'est important d'avoir ces transferts, mais ce n'est pas le sujet essentiel. Ceci dit, ça a été extrêmement productif, cette question, parce qu'elle a occupé le terrain pendant 6 ans, 7 ans, ça continue d'ailleurs. On fait les comptes, et pour faire les comptes, qui est-ce qu'on fait rentrer dans le jeu? Les ministres des Finances. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les ministres des Finances sont rentrés dans la négociation, par le biais des 100 milliards dans un premier temps. Or, si vous voulez, la négociation climatique, jusque-là, jusqu'avant 2015, c'était un truc qui était mené par des ministres de l'Environnement et des diplomates. Alors, j'ai le plus grand respect pour les deux, pour les diplomates, qui sont en général des ministères, le ministère des Affaires étrangères sont des ministères puissants, importants dans tous les pays. Les ministres de l'Environnement, à mon avis, dans le monde, des ministères de l'Environnement vraiment puissants, s'il y en a 10, c'est un maximum. Ça commence à se structurer, si vous voulez, mais la plupart du temps, c'est quand même une structure, faisons un peu de sociologie administrative, vous voyez, c'est une structure administrative faible, quelle que soit la qualité des hommes et des femmes qui sont dedans. Et donc le fait de faire rentrer les ministres des Finances, ça veut dire que c'est des choses sérieuses, et il faut faire rentrer les gens qui ont le plus de pouvoir à l'intérieur des administrations et des appareils d'État là-dedans. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais l'autre sujet, bien sûr, c'est les trillions, c'est les milliers de milliards. Et c'est la deuxième voie qui a fait rentrer l'ensemble de l'industrie financière mondiale. Et quelle est cette voie? C'est la voie du risque. Et ça, c'est la nouveauté. Quelle était la position classique de l'industrie financière sur ce sujet du climat? C'était une position d'abstention, ou je dirais de neutralité, de soi-disant neutralité. En gros, qu'est-ce que c'est l'industrie financière? L'industrie financière, c'est une industrie qui déplace l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ce que les économistes appellent savamment l'allocation du capital. C'est-à-dire qu'on prend l'argent d'un endroit, on le met à un autre endroit. C'est à ça que ça sert, la finance. Dans toutes ses composantes, etc. Et donc, il disait, mais attendez, nous, on est chargé de l'allocation du capital. L'économie, c'est vous qui la faites, messieurs les gouvernants, messieurs les acteurs économiques. Changez l'économie, mettez en place une économie verte, on vous fera de la finance verte. Ne nous demandez pas de prendre une responsabilité dans l'allocation du capital. On est passif, en quelque sorte. On est neutre, on est suit. C'est ça qui a complètement changé. Qui a complètement changé à partir, disons, très récemment, à partir de 2014. Et pourquoi? Parce que l'idée est venue de plusieurs sources. D'abord de quelques think tanks, notamment un think tank anglais assez génial, pour lequel j'ai un immense respect, que je cite à chaque fois, c'est Carbon Tracker, qui étaient des gens qui venaient, il y a le fait qu'il y a eu un renouvellement de l'activisme aussi sur le climat, c'est-à-dire qu'on est des gens de plus en plus sophistiqués sont venus faire de l'activisme, à commencer par cela, mais c'est vrai dans toutes les grandes ONG, et eux c'est des gens qui venaient de la finance, et qui se sont mis à s'intéresser correctement à ce sujet, et qui ont sorti cette idée des stranded assets, qui ont dit en gros, la valorisation des compagnies oil and gas repose les valorisations boursières, qui représentent, je ne sais plus quoi, 25% de la valorisation boursière globale de la place de Londres, un truc comme ça. Pardon ? Moins maintenant, mais c'était quand même colossal. Cette valorisation boursière dépend largement des réserves enregistrées. Et ces réserves, évidemment, si on les brûle, on est à beaucoup plus que 2 degrés. Donc il y a de fortes chances pour qu'on ne puisse pas les brûler et qu'ils fassent les laisser dans le sol. Et donc si vous continuez à investir sur ces entreprises, vous allez perdre beaucoup d'argent. Cette idée-là, qui est une idée assez simple, qui repose d'ailleurs sur une histoire de stranded assets qui est ancienne, vous voyez, quand la valorisation des compagnies de chemin de fer au début du XXe siècle s'est effondrée, qui représentait une part énorme de la capitalisation boursière, s'est effondrée du fait de la création de l'industrie automobile. Et ça a été dramatique, et ça s'est fait dans des délais extrêmement courts, avec des faillites absolument monstrueuses. Donc, beaucoup de gens ont planté dans l'idée des financiers qu'il y avait un risque à ne pas agir, et qu'il fallait s'aligner. Il y a une deuxième source, c'est les assureurs, qui sont eux, qui étaient en avance sur les autres, pour des raisons évidentes qui tiennent à leur métier, et qui commençaient à se dire que ça commençait à chauffer, et compte tenu des scénarios scientifiques, on risquait d'aller vers des situations où ils ne pourraient pas s'en tirer simplement par le marché des capitaux pour alimenter les réserves nécessaires à leurs engagements de couverture. Et donc là, ils ont commencé à dire, ça a été dit très clairement en 2015 par le patron d'AXA de l'époque, par Henri de Castres, un monde, mais aussi par Allianz d'ailleurs, un monde à plus de 4 degrés n'est pas assurable. N'est pas assurable.
Un sujet extrêmement important. Vous voyez, ça change tout du point de vue des opérateurs, d'autant plus que c'est à la fois, les assureurs sont aussi de très grands investisseurs. Et puis tout ça, ça a été sanctionné. Ça a été sanctionné. Alors, je vais m'arrêter. Pardonnez-moi, mais attends, je suis à quoi T'es à 20h quand même, c'est pas mal. Non, il est moins 10. Il est moins 10. On a commencé à quelle heure? À 20. 10. Le sujet est intéressant. Bon, alors j'ai fini. Vas-y. Non, t'as pas fini. Non, je vais accélérer. Excusez-moi, j'ai dérivé, c'est parce que je suis en forme. Ça a été sanctionné par un type important qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui a effectivement officialisé tout ça. D'abord en anglais, mais il se trouve qu'il était aussi le président. Il est aussi le président du FSB, du Conseil de stabilité financière, qui est un peu l'assemblée des banquiers centraux, l'assemblée mondiale des banquiers centraux. Et il a dit, dans un premier discours devant les Lloyds à Londres, il l'a redit en tant que président du FSB sur commande du G20, à l'initiative d'ailleurs de Laurent Fabius et de Sapin, vous avez, messieurs les financiers, vous avez trois risques. Trois risques. Un risque physique, c'est celui des assureurs, mais il pèse pour tout le monde, y compris sur les banquiers, parce que quand vous avez des prêts sur 15 ans et que vous commencez à voir ce que ça peut donner, notamment sur de l'immobilier, des choses comme ça, vous pouvez commencer à vous poser des questions quand vous voyez l'augmentation de la fréquence des catastrophes. Vous avez un risque de transition, ça c'est les stranded assets, c'est-à-dire si vous n'anticipez pas, vous risquez d'avoir des effets de perte de valeur dans vos portefeuilles absolument colossal. Et troisièmement, vous avez un risque de contentieux, de litigation, disait-il, parce que vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, et il n'y a pas que les industriels qu'on viendra chercher en responsabilité. Et d'ailleurs, il avait raison, parce que les premiers contentieux ont commencé. Donc tout ceci, ça a créé, vous savez, c'est le propre des hommes de pouvoir, c'est que, et de la légitimité aussi, c'est ce qu'on appelle le langage performatif. C'est à partir du moment où un type comme Mark Carney dit « vous avez trois risques », ces trois risques existent. Il n'y a plus un directeur de risque dans une maison financière sérieuse qui peut continuer à s'asseoir sur la question du climat, comme c'était encore le cas avant qu'ils le disent, ou c'était l'affaire de l'équipe de sustainability de la banque ou du truc qui s'en occupait. Maintenant, c'est un sujet pour tout le monde. Voilà, et de ce fait, les régulateurs eux-mêmes commencent à s'en occuper. On a vu tout ça se cristalliser lors du sommet de Paris, du One Planet Summit récemment, avec des engagements nouveaux des acteurs financiers extrêmement spectaculaires. On donne quelques-uns. La Banque mondiale a dit qu'elle ne financerait plus les fossiles. Une coalition de banques de développement s'aligne sur l'objectif de degré. Une coalition de grands investisseurs, 100+, dit qu'il va faire de l'engagement actionnarial permanent auprès des 100 entreprises les plus émettrices du monde, qui entre nous représentent en scope 3 75% des émissions mondiales. Le BlackRock, premier gestionnaire d'actifs mondial, a dit on ne peut plus attendre des clients, alors que c'est l'argument majeur de tous les commerçants. Moi, je ferai ce que les clients me demandent. Non, je ne peux plus attendre des clients maintenant, il faut que je fasse des propositions sur les investissements verts. Et AXA a dit qu'ils commençaient à s'occuper non plus seulement de leur position en tant qu'investisseurs, c'est-à-dire sur leur actif, mais aussi sur le passif, c'est-à-dire arrêter d'assurer notamment l'industrie charbonnière. Ils vont probablement être suivis par Allianz. Le fonds norvégien et d'autres investisseurs ont décidé de sortir, fonds norvégien alimenté essentiellement par les énergies fossiles, sortir du financement des énergies fossiles. Donc tout ça est quand même assez spectaculaire. Ce n'est plus une niche, la finance verte, c'est un mouvement qui est en train de se développer et qui envahit l'ensemble de la finance. Ceci dit, c'est encore minoritaire, et je vous en donne une anecdote pour terminer. Un de mes amis, récemment, appelle dans un grand groupe industriel très engagé sur les questions d'énergie, c'est pas un énergéticien, un groupe industriel mondial, m'appelle et me dit « Pierre, tes trucs c'est bien gentil, mais il faut que je te raconte quelque chose. Je viens de recevoir la note de notre analyste, je ne citerai pas le nom de la banque, d'une des principales banques de ce grand groupe. C'est une très belle note, vachement intéressante. Lui, il est le type qui m'appelait, il est le patron de la sustainability du groupe. Et là, il me dit, c'est une note très intéressante sur les perspectives de création de valeur du groupe sur les 10 ans qui viennent. Il me dit, ça fait 25 pages, c'est de très très grande qualité. Alors, il n'y a pas une fois le mot climat, pas une fois le mot climat, pas une fois le mot efficacité, enfin efficacité énergétique si, mais soutenabilité, etc. Alors que c'est un des axes stratégiques. Il me dit, tu crois pas que j'ai l'air d'un idiot vis-à-vis de mon patron là voilà. C'est pour vous dire quand même que le travail de ce qu'on appelle le mainstreaming, de ce terme
anglais impossible à traduire en français. Pour le coup, celui-là justifie parfaitement, très difficile sans faire une phrase. C'est-à-dire le fait de rentrer vraiment dans le courant majoritaire, la préoccupation du climat, est loin d'être terminée. Et même qu'on a d'autres problèmes à régler, et notamment la difficulté qu'a la finance à traiter les petits projets, alors que la transition se fera surtout sur les petits projets. Voilà, j'ai été beaucoup trop long. 3 mots pour conclure. Immobilier, pour le moment, c'est le sujet. On a 2 sujets. Un sujet, normes de construction dans les pays du Sud, réhabilitation dans les pays du Nord, déjà très construits. Sur le premier, ça n'avance pas beaucoup, et sur le deuxième, on ne sait pas comment le financer, en tout cas pour le logement. Grosse difficulté. Deuxième, où on le finance mal. Deuxième lié au prix de l'énergie, etc. Chose que vous savez. Et puis enfin, pour terminer cette transition, la ville, j'en ai pas parlé du tout, alors que c'est évidemment le plus gros problème. Tout se joue dans la ville, compte tenu de la part qu'elle représente sur cette planète et dans la population mondiale. L'enjeu, c'est compacité, densité, adaptation et résilience, bien sûr, gouvernance, quel est le périmètre de la ville sur lequel on gère les politiques publiques de la transition, mais en sachant qu'on ne réussira pas en prenant la question de façon purement fonctionnelle. Il faut aussi que la ville soit désirable pour que ça marche. Et ça, pas seulement à Copenhague ou dans le 10e arrondissement de Paris, mais d'une façon générale dans ces grandes villes du Sud qui sont en train de se développer à toute vitesse. Et ça, c'est votre rôle de réussir ça. Bien. Merci Pierre de cette présentation particulièrement documentée et complète. Et merci de ta passion qui te fait des fois un peu déborder, effectivement. Mais enfin, il vaut mieux avoir des gens passionnés. On reviendra sur ce problème de la ville, parce que tu nous allèges quand même avec ta conclusion en disant que là, il y a des enjeux essentiels. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin que ça. Là, tu fais un petit peu court. Mais on va y revenir. En attendant, pour faire la transition avec la ville et l'immobilier, Laurent Morel, qui est un financier, qui a été longuement, même si c'est un ingénieur de formation, hein, c'est un ingénieur, bien sûr. Mais beaucoup péché. Ça a été longtemps un financier. Comment vous recevez, ou comment tu reçois ces propos et est-ce que l'industrie immobilière, même par sa dimension financière, est au fait de toutes ces choses? Et est-ce qu'elle a fait des pas dans la bonne direction? En moyenne, non. En moyenne, non, puisque, tu le rappelais, aujourd'hui, les fonds ISR, disons, l'equity investi dans les fonds bas carbone ou ISR de façon générale, c'est moins de 5% de l'allocation générale en actions dans le monde, c'est-à-dire rien. Et les green bonds, c'est pareil, c'est 3% de l'encours. Voilà. Donc c'est 2 secteurs qui sont en très forte croissance, c'est 2 niches d'investissement en très forte croissance et qui sont plutôt performantes. Mais aujourd'hui, c'est des niches. Hein. Ça reste des niches. Comme disait l'autre, exploiter une niche, c'est un métier de chien. Et donc effectivement, c'est un peu compliqué aujourd'hui de faire son chemin dans ces environnements-là. Alors, je le dis quand même dans une grande maison, parce que qui est Gecina, qui est le leader français, je le dis, en matière de politique climat, puisque depuis très longtemps, cette maison a une politique claire, une stratégie déclinée selon les enjeux climatiques, et c'est la seule grande foncière française qui est agréée SBT, Science Based Target, qui est vraiment le dimensionnement ad hoc pour aborder ce sujet. Alors, donc, voilà, je le dis quand même, parce que je me dois de le dire. Et je pense que de plus en plus, ça sera quelque chose qui sera reconnu. Mais aujourd'hui, force est de constater que malgré tout, que c'est encore assez minoritaire. Alors, je voudrais juste tempérer un tout petit peu l'optimisme de Pierre, qui était passionné et optimiste. Je suis un petit peu moins... Non, mais attends, je suis un petit peu moins optimiste que lui. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas dans l'action, mais je suis un petit peu moins optimiste que lui. Alors, d'abord sur le climat, quand même. Pour ceux qui s'intéressent, pour revenir aux fondamentaux, le réchauffement climatique, c'est pas du tout une invention. C'est aujourd'hui effectivement quelque chose qui est suffisamment reconnu, mais pour ceux que ça intéresse, moi je recommande la lecture des ouvrages de Jean Jouzel, qui est quand même la référence française en la matière. C'est très facile à lire. Hein, et on y comprend, enfin, c'est parfaitement objectivé, il fait référence aux travaux du GIEC,
c'est très bien documenté, parfaitement accessible, même quand on n'est pas ingénieur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il refait le point sur le changement climatique, qui est une réalité. Disons que je rappelle les grands chiffres, pour faire simple, on est aujourd'hui à 400 parties par million pour le CO2 dans l'atmosphère, donc ça crée véritablement un effet de serre, c'est parfaitement documenté, parfaitement clair. Il y a une augmentation de la température de l'ordre de 1,5% par rapport à la, comment dirais-je, à l'ère pré-industrielle. Et Pierre le rappelait tout à l'heure, donc c'est une augmentation de la température extrêmement rapide par rapport aux autres évolutions naturelles du climat. Alors, ça peut paraître comme ça anodin, mais juste autre chose pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'essentiel de cette augmentation de température est dû donc à la réémission dans l'atmosphère de CO2. Ce CO2, c'est quoi? C'est ce pétrole, c'est ce charbon qu'on est allé chercher dans les couches inférieures de notre planète. En 150 ans, on a brûlé l'équivalent de à peu près 130 millions d'années d'accumulation de carbone. Voilà, c'est-à-dire que juste pour comprendre ce qui s'est passé en un siècle, on est allé chercher. Donc, c'est quoi le charbon et le pétrole? C'est de l'énergie solaire, puisqu'en fait, c'est de la photosynthèse qui s'est transformée en charbon, soit en plancton. À la fin, on a donc accumulé. Donc, l'énergie solaire, on connaît depuis très longtemps, en vérité. C'est le pétrole, le charbon, c'est de l'énergie solaire. Simplement, en 100 ans, on en a brûlé l'équivalent de 100 millions d'années. On comprend bien que c'est à l'époque des dinosaures. À l'époque, d'ailleurs, le carbone s'accumulait et le niveau de CO2 dans l'atmosphère était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, simplement, depuis 100 ans, on vit comme des dieux avec une énergie infiniment disponible. D'ailleurs, tout ce que nous avons, ce magnifique amphithéâtre, l'immeuble au-dessus, la rue en sortant, les voitures, la ville, vous regarderez en sortant, 100% de ce que vous allez voir, tout ça, on n'avait rien de tout ça il y a 150 ans en vérité. Donc la révolution industrielle, qui est une révolution énergétique, nous a donné à nous, et il ne faut pas du tout s'en sentir coupable, mais c'est une vérité, tous nos actifs, tout ce qu'on a, toute notre santé, notre expérience de vie, notre communication, etc. Tout ça, on le doit à ce surcroît d'énergie considérable et pas du tout à notre intelligence. Et d'ailleurs, le PIB qui a cru depuis 150 ans a cru en proportion exacte de l'augmentation de la consommation d'énergie fossile. Et comme le dit Pierre, ça fait seulement quelques années qu'il y a un décrochage entre le PIB et la consommation d'énergie fossile, encore que sur la mesure du PIB, on peut discuter. Voilà, donc extraordinaire augmentation de notre richesse et de notre façon de vivre. On a aussi sorti de la pauvreté des milliards d'hommes, grâce à cette énergie encore. Voilà. Simplement, c'est pas soutenable, puisque on a, en gros, pour rester sous les 2 degrés, 2-3 degrés, il n'aurait pas fallu émettre plus de 3 000 millions de tonnes, 3 000 milliards de tonnes pardon, de CO2 dans l'atmosphère. On en a déjà sorti 2000 milliards depuis 100 ans. Donc il nous reste à peu près un budget de 1000 milliards, comme le disait Pierre. Bon, le seul problème, à peu près 1000 milliards. Si, il reste 1000 milliards à peu près pour rester sous cet objectif à 2-3 degrés, et ça sera déjà intenable. Le seul problème, c'est qu'on est 3 fois plus nombreux. Donc ce qu'on était dans la période où on en a consommé 2000. Donc vous voyez, 2000, 1000, 3 fois, facteur 6. Donc en vérité, il faut qu'on divise par 6 notre consommation d'énergie fossile pour que ce soit dingue. Donc comme le disait Pierre, les enjeux sont considérables parce qu'il ne suffira pas de changer de mode énergétique. Et là-dessus, je suis beaucoup moins optimiste que lui sur le transfert vers les énergies renouvelables. Quand on passe à la concentration de cette énergie dont on a besoin, on se heurte à des problèmes techniques qui ne sont absolument pas résolus. Donc il va falloir non seulement abandonner une bonne partie de l'énergie carbonée et probablement avoir recours au nucléaire pendant un certain temps. Ça, c'est pour moitié ce qu'il faut faire. Et pour l'autre moitié, évidemment, continuer à, comment dirais-je, travailler sur les usages. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir consommer autant d'énergie que ce qu'on consommait jusqu'ici. Voilà. Donc, voilà. L'autre point, excuse-moi Pierre, où je suis un petit peu orthogonal ce soir sur ce, mais c'est pour le bien du débat.
L'autre point, c'est celui de la gouvernance. Bon. Effectivement, on a eu cette COP21, un moment magique, un moment extraordinaire, un moment de politique vraie mondiale. Mais c'est bien rare, en vérité, dans le monde dans lequel on est. Et il faut reconnaître qu'on est plutôt dans une phase de désagrégation de la gouvernance mondiale que dans une phase d'amélioration. Voilà. Donc moi, je ne pense absolument pas qu'on puisse compter sur une gouvernance mondiale pour nous aider à avoir des directions. Voilà. Donc, voilà, je mets le paysage en bas. On parle de la Chine. Oui, la Chine fait des efforts, tu as raison, mais la Chine, elle continue de brûler 4 000 millions de tonnes de charbon par an, c'est-à-dire 4 fois de plus qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, elle brûlait exactement la même quantité que les États-Unis. Aujourd'hui, elle en brûle 4 fois plus. C'est-à-dire que l'intégralité aujourd'hui de la richesse de la Chine et de sa capacité de production, y compris de sa fabrication d'électricité d'ailleurs, pour motoriser les voitures électriques dont ils sont friands, est d'origine carbonée. Voilà, donc le sujet chinois, il est juste monumental. Mais effectivement, ils en sont conscients. Bonne chose, c'est que c'est une nation d'ingénieurs qui sait compter. Pas seulement parce qu'ils ont des bouliers, et donc ils en sont conscients, mais enfin ils sont très très loin du problème. Là où je te rejoins tout à fait, c'est que je pense que les économies très faiblement développées, effectivement comme l'Afrique, ont des chances, ont certainement des chances d'aller directement vers des économies bas carbone. Alors, l'immobilier dans tout ça. Alors l'immobilier, il y a la conviction alors, un mot sur The Shift Project. The Shift Project, c'est un think tank, une bande d'excités là, qui faisons la promotion d'une économie bas carbone. Et donc, on est assez intransigeant, effectivement, sur les objectifs. On a publié un document qui s'appelle les 9 propositions pour décarboner l'Europe, à l'occasion d'un manifeste qu'on a fait signer à tous les futurs présidents de la République. On a à peu près 2000 signataires. Tous les grands patrons français ont signé ce manifeste. Si ça vous intéresse, decarbonizeeurope.org, les 9 propositions pour décarboner l'Europe, très clairement la sortie du charbon, et 9 propositions sans rupture technologique, parce que comme le disait tout à l'heure Pierre, il est encore temps d'en sortir, et on peut parfaitement le faire en changeant un certain nombre de comportements. Bon. La vérité, c'est que probablement on ne changera pas assez vite, parce qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, vrai, parce que la finance s'y met, mais en commerçante qu'elle est, et c'est pas mal de dire ça, mais elle ne fera qu'à mesure que ses clients lui demanderont, c'est-à-dire très lentement. Non, on va faire de façon probablement disruptive et désordonnée. C'est peut-être un message qu'il faut retenir ce soir, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un problème qui monte, et c'est un problème qui est de plus en plus politiquement reconnu. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'il y a un problème, que la science progresse. Voilà. Donc, ce à quoi il faut s'attendre, et pour nous, gestionnaires d'actifs, ce à quoi il faut faire attention, j'y viens, en fait, très probablement, puisqu'on n'avance pas assez vite du point de vue de la gouvernance de ces sujets-là, on va avoir des réactions brutales du politique. Voilà. Sur les stimuli de la population, alors en Chine, c'est la pollution qui devient insupportable. En France, c'est une prise de conscience qui va mettre, par exemple, au pilori l'automobile. C'est vrai que... Alors, ce qu'on oublie de dire, on oublie les camions. Hein, c'est-à-dire que les camions, les véhicules utilitaires, ça émet autant que les automobiles, mais l'automobile, effectivement, elle est plus représentative de notre siècle, donc elle est plus au centre de la réflexion. Mais par exemple, quand on décide d'interdire la circulation des véhicules à moteur thermique à Paris en 2030, il y a un monsieur qui est pompiste sur le boulevard Haussmann, hein, et il avait sa pompe, et puis les clients passaient, puis tous les jours, il faisait 50 pleins à 100 balles. Voilà, et là, il a son pistolet à la main, et il vient de comprendre ce que c'était qu'un risque de transition. Hein, c'est-à-dire que, très brutalement, la valeur de son fonds de commerce, de sa station, tout ça, ça vaut plus rien. D'accord ? Et en plus, non, c'est un coût négatif, parce qu'il va falloir qu'il dépollue, qu'il sorte ses cuves, etc. Et jusqu'à ce jour-là, il avait un bon petit commerce qui tournait. Hein. Voilà. Donc le risque de transition, c'est ça, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre.
Et ça, c'est tout à fait matériel, comme disaient les Anglais. Hein. Donc, et alors, un message sur l'immobilier, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'en fait, les transformations, les nouvelles contraintes qui vont s'imposer aux usages, que ce soit la mobilité, et Dieu sait si l'immobilier est lié à la mobilité, que ce soit les modes de consommation. Hein, je vous rappelle que le bio est en croissance de 20% dans le commerce depuis 3-4 ans, depuis 3-4 ans, alors que personne n'y croyait. La grande distribution, ils n'ont pas vu ça depuis 50 ans. Hein, donc et comme ils n'avaient rien prévu, évidemment, ils sont à la bourre, derrière les spécialistes. Enfin, c'est bon. Toutes ces évolutions des comportements de la mobilité, de la consommation, de l'usage, qui viennent en fait des gens et de leur prise de conscience et de leur changement de mode de vie, vont avoir des conséquences sur les décisions politiques. Et comme les décisionnaires politiques sont comme les responsables d'entreprise, comme les responsables en général, ça les intéresse. Ce qu'on dit là, voilà, les dîners en ville, tous les gens trouvent formidable ce qu'on raconte. Et puis rendu le lundi matin dans leur boîte, il y a le cash flow machin, il y a le board à tenir. Hein, et donc là, il faut délivrer 3% comme tous les ans, quoi qu'il arrive. Je sais, j'ai connu ça. Donc on reporte à un peu plus tard, quoi, ces questions. Voilà. Et puis un matin, c'est intenable, et donc on a une rupture. On a des guerres autour de la Méditerranée, en fait, à cause des sécheresses qui ont renvoyé les gens dans les villes. On a des transferts massifs de migrants dans nos pays d'Europe pour les mêmes raisons. Je ne parle pas effectivement des décisions purement idéologiques qui seront de plus en plus nombreuses, hein, Edmond Pompiste du boulevard Haussmann. Mais en tout état de cause, il faut s'attendre à ce que tous nos actifs soient soumis tôt ou tard à ces ruptures. Et aucun n'échappera, aucun. C'est juste une question de temps. Donc là, on est dans une réflexion sur le risque, en fait, et nous sommes dans l'immobilier souvent des gestionnaires d'actifs. Donc on se pose la question de notre exposition à ce risque. Je ne vais même pas parler du risque physique ce soir, bien qu'on soit inondé et de façon tout à fait anormale, mais ça serait un débat plus compliqué à mener, même s'il est réel, mais du point de vue scientifique, il est plus difficile à démontrer. Mais je reste sur le risque de transition. Voilà. Donc on a un certain nombre de risques qui sont devant nous, nous gestionnaires d'actifs, et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se produire. Voilà. Simplement, gouverner, c'est prévoir, et donc tout le message qu'on peut simplement retenir ce soir, c'est que on a intérêt à prévoir précisément. On a intérêt à modéliser l'imprévisible, et de ce point de vue-là, avec l'empreinte carbone, avec la visibilité qu'on peut avoir avec cet outil-là, on a un proxy de notre niveau de risque par rapport à sa problématique du changement climatique. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail de modélisation de sa propre dépendance à cette énergie carbonée, de la modélisation de ses propres constructions, de la modélisation de ses propres usages, de ses consommations, de la modélisation des gens qui viennent dans nos immeubles, comment ils y viennent, quand on fait du commerce, de la modélisation de l'empreinte carbone des clients qui remplissent nos centres commerciaux. Voilà, parce que tous ces gens-là sont exposés tôt ou tard à un risque de transition tel que le pompiste de boulevard Haussmann, d'une façon ou d'une autre. Le risque climatique, c'est un risque systémique. C'est pas du tout quelque chose, c'est pas du tout un risque parmi d'autres. Alors souvent, si vous voulez, on nous dit oui, alors vous, c'est important, le climat, mais bon, alors la notation environnementale, c'est important aussi, la parité homme-femme, oui, l'inégalité, d'accord. Oui. Tout est important, mais le seul qui va nous tuer définitivement, et qui va régler le problème de tous les autres risques d'ailleurs, c'est le problème climatique. Parce que là, il n'y aura plus de problème de retraite, il n'y aura plus de problème d'inégalité, voilà. C'est-à-dire qu'on sera tous très très à l'abri de voilà. Je ne dis pas du tout pour dramatiser, mais un peu quand même, parce que je pense qu'il faut avoir... Et
vous allez voir, alors on en parle ce soir, bon, vous y repenserez dans 1 an, et puis vous y repenserez dans 2 ans, vous verrez que le niveau de conscience de ces problèmes va continuer d'augmenter, inéluctablement, aussi sûrement que la température augmente, que la pression sur les politiques sur ces sujets-là augmente de façon très systématique, voilà, et qu'il suffira de quelques stimuli, ici et là, pour provoquer des ruptures. Voilà, donc l'actif immobilier, qui est au centre de la ville, est particulièrement exposé à ces transformations. Et je le dis parce que vous êtes tous des professionnels de l'immobilier, et que cette appréhension du risque doit rentrer dans votre ADN aujourd'hui, doit commencer à vous faire réfléchir. Voilà. Alors, juste je finis, oui, parce que si tu veux bien. Je crois aussi, si vous voulez, que... alors c'est vrai que ce que disait Pierre est important, le risque climatique est quelque chose qui est quand même aujourd'hui appréhendé, je dirais, par une certaine catégorie de financiers. Je vous invite effectivement à regarder, c'est très amusant, la vidéo du discours de Marc Carnet sur YouTube. Donc ça s'appelle « La tragédie des horizons ». Discours de Marc Carnet au Lloyd's en septembre 2016, qui est magnifique. D'abord, il a une tronche, et puis il s'exprime très bien, et il raconte cette histoire, on ne le voit pas arriver, il s'adresse au Lloyd's, alors c'est assez feutré, et puis petit à petit, il décrit comment ce risque climatique est en train de devenir le risque principal de tous ces assureurs dans la salle. Et puis, enfin, vous comprenez à la fin de la conférence que voilà, c'est un truc dont on ne peut pas sortir. Donc ça, c'est la partie négative de ce risque. Voilà, il y a évidemment, pour les acteurs de l'immobilier que nous sommes, et tous assez commerçants, il y a aussi un volet positif. Il y a un volet business à ce risque. C'est précisément de s'exonérer de ce risque. Il y avait parlé d'automobile tout à l'heure, c'est une autre façon de voir le risque, c'est une façon en se prémunissant contre ce risque, c'est une façon d'allouer son capital de meilleure façon et de s'enrichir relativement. Je vais citer donc Warren Buffett qui expliquait que il parlait justement d'avènement de l'automobile au début du XXe siècle. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont ruinés en investissant dans l'automobile au début du XXe siècle, puisqu'il y avait 400 ou 500 marques de voitures, je crois, aux États-Unis, toutes des boîtes cotées, donc les gens investissaient, et forcément, les boîtes tombaient comme des mouches parce qu'il y en avait trop. Et donc, chaque fois qu'une boîte tombait et était rachetée par une autre, les actionnaires de la boîte qui tombait étaient ruinés. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui se sont ruinés en investissant dans l'automobile que très peu de gens qui se sont enrichis finalement. Et au global, on n'est pas sûr que c'était positif. Et Warren Buffett de conclure, vous voyez, c'était pas possible de s'enrichir en pariant sur l'automobile. Mais par contre, si vous aviez pu parier sur la disparition du cheval, alors là, vous seriez très, 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 très riche. Voilà. Et donc, notre affaire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que en étant systématique dans l'exonération de l'empreinte carbone, de notre risque au carbone, on va s'enrichir de façon extrêmement certaine. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est une politique que j'ai appliquée pour Clépierre, enfin sur les dernières années où j'y étais. Voilà. Et depuis, donc je le développe avec d'autres sur toutes les industries. Il n'y a pas une industrie en France. La France est relativement en avance. Il n'y a pas une grande entreprise française qui ne réfléchisse pas peu ou prou sous cette forme-là. Donc ça c'est plutôt positif. Et c'est quelque chose c'est une réflexion que je vous invite à avoir en tant que professionnel de l'immobilier, d'un immobilier parti d'un tout, interagissant avec la ville, avec
les usages, des usages qui, vous l'avez compris, vont être profondément bouleversés par la disparition de cette énergie qu'on croyait infinie. Voilà. Bien, merci Laurent. Bon, je crois qu'on a deux positions qui sont assez claires et qui ne sont pas opposées. Je voudrais d'abord, peut-être avant de vous donner la parole, me retourner vers Pierre Ducret. Est-ce que ce qu'a dit Laurent suscite des commentaires de ta part? Je mettrai l'accent moi, sur deux choses qu'il a dites. Un, la transition par le nucléaire, qui est probablement un des débats nationaux les plus intéressants, et j'aimerais bien connaître ta position là-dessus, oui, une certaine crispation. Et le deuxième, on a parlé de désagrégation de la gouvernance des États, mais est-ce qu'il n'y a pas une chance à trouver dans une agrégation de la gouvernance des cités? Ouais, je vais répondre à ces deux questions. Je ne trouve pas du tout ce que tu as dit, Laurent, est orthogonal par rapport à ce que j'ai dit. Moi, sur la question d'optimisme et du pessimisme, moi j'ai une seule formule, c'est il est trop tard pour être pessimiste. Vous savez, au fond, l'action, c'est le moyen de se soigner contre le désespoir. Mais évidemment que tout ça, c'est pas gagné. Je l'ai dit d'ailleurs assez clairement. Il faut regarder aussi ce qui est en train de se passer, quoi, tout simplement. Et je me positionne en observateur dans cette affaire. Mais c'est sûr que c'est pas gagné. Le fait que aussi ça va être chaotique, très dur, et qu'il va y avoir, je crois l'avoir dit tout à l'heure, il va y avoir des morts, quoi. C'est clair. Il y aura des gagnants et des perdants. Ça va être sauvage cette transition. Donc il faut aussi l'avoir en tête, c'est pas une affaire de bisounours. Donc sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord. La désagrégation de la gouvernance mondiale, je pense pas, moi. Je pense pas que ce soit... alors qu'est-ce que ça... par rapport à la période de la guerre froide, par rapport à tout ça, ce qu'on constate, c'est que la conflictualité dans le monde diminue. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on pense à certains conflits emblématiques, mais la conflictualité dans le monde diminue. Il y a des exemples d'accords qui sont passés, et pas seulement sur le sujet du climat, qui étaient absolument inimaginables encore il y a peu de temps. Il y a des accords régionaux qui se créent, des acteurs qui se positionnaient en dehors finalement de la logique multilatérale y rentrent, à commencer par la Chine. La Chine accepte le multilatéralisme, c'est quand même un truc incroyable si vous voulez. Donc il y a des éléments de désagrégation, il y a des éléments aussi de progrès. Donc ça, c'est ni noir ni blanc, si vous voulez, c'est gris, et il faut agir dans ce cadre-là. Ce que d'ailleurs, sans faire de profession de foi politique ou simplement, ce que je trouve que notre président de la République actuellement fait avec pas mal de talent. Je dois dire, agir, essayer d'agir et de trouver son chemin dans ce contexte. Voilà, alors après, le troisième point, alors il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est ce par quoi tu as commencé, niche. Non, ça c'est un mot, je pense que moi j'ai connu la période où la finance verte était la niche, ça fait 15 ans que je suis là-dedans, si vous voulez, j'ai connu l'époque où c'était une niche. J'ai connu l'époque où j'étais à la niche, en quelque sorte. Je crois qu'on est sorti de la niche, c'est très net. Si vous voulez, quand vous avez BlackRock, les grands fonds d'investissement californiens, du nord de l'Europe, etc., c'est plus une niche. Ça ne veut pas dire que c'est majoritaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est plus du tout une niche. Et l'indicateur que tu as pris, c'est-à-dire la part de la gestion ISR dans l'ensemble des actifs sous gestion mondiaux, ou, a fortiori, la part des obligations vertes dans le marché obligataire ne sont pas, Laurent, excuse-moi, mais ce ne sont pas les indicateurs pertinents. Ce ne sont pas les indicateurs du verdissement de la finance. Il y a d'autres indicateurs qu'il faut prendre. Et quant à ce qui se passe sur les obligations vertes, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, moins par la masse que parce que ça introduit dans la mer. On pourrait pas, il faudrait beaucoup de temps pour en parler. J'ai écrit un livre sur le sujet. C'est un peu long, mais si vous voulez, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est encore minoritaire, c'est plus une niche. Les mots sont importants. Quatrième point, usage de l'énergie. Je suis totalement d'accord. La part de la diminution des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 50% de l'agenda dans la partie de l'énergie. Maintenant, la question du nucléaire, pour répondre à la question de Gilbert, et je terminerai après par la Chine, la question du nucléaire. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Le plus nucléariste des ingénieurs d'Areva, qui vient de changer de nom d'ailleurs, ils ont annoncé ce matin, pardon, Orano, c'est ça.
et à l'époque même Anne Lauvergeon, je me souviens bien avoir entendu, ne prétend pas que dans le meilleur des cas, le nucléaire puisse représenter à l'échelle mondiale plus de 17%, oui. 18% du mix électrique. Bien sûr. Donc si vous voulez, tous les gens qui pensent que le nucléaire c'est la solution pour la transition énergétique, je réponds à la question, tu réponds pas à ce que tu dis. Je ne réponds pas à ce que tu dis, je réponds à la question de Gilbert. Donc le nucléaire, moi je ne suis pas particulièrement anti-nucléaire, je suis moins pro que je ne l'ai été plus jeune, si vous voulez, parce que tout simplement il m'arrive d'avoir un peu la trouille quand même, surtout à l'échelle mondiale, si vous voulez, plus que sur les réacteurs de mon pays, si je puis dire. Mais, oui, le nucléaire, on a besoin, c'est décarboné, mais ce n'est pas la solution au problème, et en plus... le gros problème, c'est le nouveau nucléaire qui est frappé par la malédiction des coûts croissants, si vous voulez. Alors que les énergies renouvelables connaissent des coûts décroissants à toute vitesse et que les questions de stockage sont sur le point de se régler. Donc, je sais bien que le shift est très en retrait. Non, je ne suis pas du tout d'accord sur le stockage. On n'a pas le débat, on n'a pas ici, enfin, il était prévu qu'on voit Jean-Claude, etc. Mais, mais je sais que le shift est très en retrait sur la question des renouvelables. Moi, je pense que c'est un phénomène absolument majeur qui permettra de régler beaucoup de sujets, et notamment d'accès à l'énergie dans les pays en développement, et dans beaucoup de domaines. Voilà. Et dernier point, la Chine. La Chine, oui, j'ai dit la Chine, c'est un des principaux tests. En gros, si la Chine peut le faire, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas le faire. 1,3 milliard d'habitants. Ils sont en train d'essayer de faire cette bascule à une vitesse extraordinaire, dans le cadre d'une économie dirigée. Certes, ils consomment encore, j'ai dit tout à l'heure, ils ont annoncé officiellement le pic de leurs émissions de CO2 pour 2030. Ce qui veut dire concrètement, comme je l'ai dit, qu'évidemment, ils continuent à augmenter jusqu'en 2030. Toute la question est de savoir s'ils vont atteindre ce pic, c'est-à-dire commencer à diminuer, puis en plus de savoir après à quel rythme ils vont diminuer, avant 2030. En gros, s'ils anticipent le pic et si ensuite ils diminuent rapidement, ce qui semble être possible, en gros, si le pic est plutôt aux alentours dans la décennie des années 20, on a une chance de respecter le budget carbone. Si ce n'est pas le cas, on n'a pas de chance de le respecter. Voilà. D'autant plus que ça a un effet de modèle, compte tenu de leur capacité d'investissement mondial et de leur entraînement sur l'ensemble de l'économie verte, y compris dans nos propres pays. Donc indiscutablement, le leader et le test majeur, aujourd'hui, c'est la Chine, plus encore que l'Inde, parce que l'Inde a encore une économie en termes d'émissions par tête d'habitant qui s'apparente à celle des pays en développement, c'est plus le cas de la Chine. Oui, alors, juste un mot, non, si tu permets, Gilbert, que je réponde, s'il te plaît, hein, mais tu es gentil. Non, oui, très bien. Donc, non, mais je peux pas aller, sur le renouvelable, juste un mot, dont le chiffre pas du tout en retrait sur renouvelable, le shift a une qualité, un défaut, on fait des règles de 3 et on essaie de les appliquer. On a un deuxième défaut, c'est qu'on ne fait aucun pari sur aucune rupture technologique. C'est-à-dire que 100% de nos recommandations et de nos promotions sont sur des technologies existantes. Nous ne faisons la promotion que des changements d'usage à partir de technologies existantes. Donc, s'agissant juste pour dire un mot sur les énergies renouvelables, aujourd'hui, on a un problème majeur de concentration de l'énergie fabriquée surtout par l'éolien, un petit peu moins par le solaire. Ça, c'est le premier point. Et sur la capacité de cette énergie à être stockée, on n'a aujourd'hui aucune démonstration. On a des projets, mais il n'y a aucune démonstration que ça fonctionne. Hein. Donc, non, mais c'est important qu'on ne parie pas sur des technologies qui n'arriveront peut-être jamais. Voilà. On est aussi très réservé sur le véhicule électrique, pour la raison que le véhicule électrique, si l'énergie est elle-même carbonée, on ne résout rien. Non mais voilà, donc tu parlais de Tesla. Non mais Tesla est intéressant, qui fait des véhicules, ils font 220 chevaux et 3,5 tonnes, qui sont des aberrations totales du point de vue de la lutte contre le changement climatique. Et parce qu'ils sont électriques et digitaux, on dit mais c'est bien, c'est l'avenir. Non, c'est plus compliqué que ça malheureusement. Voilà, enfin un demi de MV2, c'est quand même là que ça se passe. Hein, et donc effectivement, il vaut beaucoup mieux un véhicule de 600 kg avec un petit moteur thermique qui fait 2 litres au 100, qui déplace aussi bien 4 personnes que la dernière Tesla à 100 000 €, qui perd encore de l'argent d'ailleurs. Donc
voilà, simplement, on est sur... tous les travaux de notre organisation visent à trouver des solutions ici et maintenant avec les technologies existantes. Et à ce titre, c'est une chance pour la France d'avoir ce parc nucléaire qui est maîtrisé, qui permet à la France qui va permettre à la France de réussir sa transition énergétique, là où, par exemple, l'Allemagne est dans une situation très compliquée. Et d'ailleurs, un des risques de transition manifeste qu'on a observé se concrétiser récemment, ça a été l'impossibilité pour Mme Merkel de former son premier gouvernement. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les Verts qui lui ont fait défaut dans son premier tour de piste. Et pourquoi les Verts lui ont fait défaut? Parce qu'elle était incapable de leur promettre la sortie du charbon. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui l'avaient fait sortir du nucléaire et qui l'ont cornérisé sur le charbon, et c'est les mêmes qui, 5 ans après ou 10 ans après, lui disent « Mais non, on ne rentrera pas dans ta coalition parce que tu n'es pas capable de nous promettre la sortie du charbon. » Gouverner, c'est prévoir, encore une fois, et quand on ne sait pas se projeter dans une économie bas carbone, que ce soit en politique ou autre chose, en immobilier ou ailleurs, eh bien, on se trouve face à ces problèmes. Donc, voilà, sur The Shift, hein, on est sur du concret. On va pas relancer le... Ah non, mais... Est-ce que j'ai... Oui. J'en profite pour citer l'ouvrage de Pierre, hein, qui est Climat, un défi pour la France, qu'il a écrit, pour la finance, pardon, qu'il a écrit avec Maria Scollan. Le temps, comme ça a été très riche, hein, vous les excuserez, ils ont dit beaucoup de choses et ils ont laissé peu de temps à vos questions. On va quand même essayer de prendre 1 ou 2 questions au maximum parce qu'on a des contraintes d'horaire pour libérer la salle. Donc voilà, une première question qui est ici. Dépêchez-vous pour la deuxième question. Voilà. Bonjour, Régis Meyer, je travaille au ministère de l'écologie, de l'énergie. Oui. Et je travaille sur les questions bâtiments, notamment de l'Alliance mondiale. Donc vous pouvez regarder sur le site internet, il y a globalabc.org. Ouais. Il y a quelques éléments intéressants. Simplement pour dire, au niveau mondial, il y a 2 tiers, enfin, les émissions du secteur immobilier, c'est 3 tiers. Un premier tiers, les émissions directes liées à la consommation énergétique. Un deuxième tiers lié à la consommation électrique dans l'immobilier. Et le troisième tiers, c'est quand même important, c'est toutes les émissions induites par la consommation de matériaux du secteur immobilier. Voilà. Donc il ne faut pas oublier cet aspect construction immobilière. Et simplement une question, on se rend compte qu'on pourra décarboner le secteur immobilier mondial à une condition de baisser les coûts de pas mal de technologies génériques. Et donc la question, des technologies peut-être plus adaptées à certaines régions, la question c'est est-ce que comment le secteur immobilier peut faire, comment le secteur immobilier peut faire pour accélérer la baisse des coûts de certaines solutions. Voilà, et donc je pose la question au secteur immobilier. Ah ben là, il faut s'adresser à ceux comme Fessina qui ont fait le travail. Chaque acteur de l'immobilier... C'est le plan bâtiment Grenelle. Voilà, chaque acteur de l'immobilier va se poser ces questions-là. Mais il est vrai qu'on a beaucoup progressé sur ces méthodes et que toute la chaîne de valeur a progressé. C'est-à-dire que le bilan carbone est devenu une chose coutumière de l'ensemble des acteurs de l'immobilier et de toute la chaîne de l'immobilier, en partant des constructeurs de matériaux qui vont calculer eux-mêmes leur empreinte, etc. Et donc on arrive tout à fait à modéliser ça absolument à la construction. Mais vous savez... en matière d'immobilier, il y a 3 règles d'or pour baisser son empreinte carbone. Hein. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Parce qu'effectivement, l'essentiel de l'empreinte énergétique d'un bâtiment, c'est sa relation à la ville et comment les gens vont et viennent dans ce bâtiment. Ouais. Voilà, donc ça, je ne vous surprendrai pas beaucoup. Non, mais vous savez, dans un bilan carbone, il faut tout compter. Et moi, je préfère de très loin un bâtiment construit, enfin, du point de vue du bilan carbone, je préfère de très loin un bâtiment pas très bien construit, historique, mais très bien placé, qu'un bâtiment extraordinaire, zéro émission, etc., et qui serait dans un endroit où ça coûte, du point de vue du bilan carbone, 10 fois le prix pour y aller. Un commentaire, Pierre ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que je disais que la question de la ville, c'est d'abord la question de la densité, de la compacité, c'est le problème numéro 1. Et il faut le voir à l'échelle mondiale, y compris dans des endroits où au contraire il faut dédensifier parce que la densité asiatique peut avoir quelque chose de totalement insupportable. Donc bien sûr c'est le point essentiel, un bâtiment BBC
qui est occupé par des gens qui prennent des bagnoles pour aller travailler, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est pas une raison pour pas faire des bâtiments performants. Moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment le monde de l'immobilier, notamment le monde de l'immobilier européen, a quelque chose à faire en direction du Sud. Ce que je disais rapidement tout à l'heure, c'est que les trucs c'est vraiment, on a deux sujets complètement symétriques. En gros, au Sud, vu le taux de renouvellement de l'immobilier, le sujet, c'est comment on met des normes. Et chez nous, le sujet, c'est comment on réhabilite. Voilà. Et ces deux questions majeures et qu'on n'arrive pas à traiter correctement. Alors, la réhabilitation se fait un peu dans les endroits où il y a des gros bailleurs, et notamment dans le logement social, où il y a encore du locatif, parce que ça se programme dans des investissements, mais ça ne se fait pas dans tout le logement diffus, etc. Et ça ne se fait pas assez vite non plus dans le tertiaire, parce qu'on a des prix d'énergie qui ne permettent pas de rentabiliser complètement les investissements, en tout cas pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais c'est un vrai sujet, et c'est un sujet pour les financiers. Il y a un modèle économique du financement de la réhabilitation qui n'est pas encore net. Hop. Merci Pierre. Monsieur Chambardel. Oui, je suis content que cette question de l'immobilier soit abordée un petit peu tardivement pour moi dans la discussion, parce qu'il y a des grandes généralités que vous avez très bien rappelées de manière passionnante. Maintenant, sur la question de l'immobilier, et on a un certain nombre d'acteurs dans la salle, j'ai entendu quelqu'un poser une question tout à fait juste par rapport à la manière de construire, de réhabiliter. Quand vous dites effectivement on va construire dans le sud, on va réhabiliter dans le nord, je rappelle quand même que je prends qu'un cas comme le Nigeria, on va arriver à 800 millions d'habitants à la fin du siècle, plus ou moins. Déjà vers les années 50, ça sera le 3e pays en population au monde, avec une surface qui correspond en gros à la France et l'Italie réunies, avec une montée de la mer qui fait réduire un petit peu la surface du pays. Donc on aura des migrations, au même titre qu'on a dans les zones désertiques des migrations. Et on ne peut pas éviter à ce qu'il y ait une grande partie de la population qui vienne quand même vers l'Europe. Et donc ça va amener quand même une question, il faudra un peu construire malgré tout par rapport à ça, même si une question de la réhabilitation est essentielle. Sur la question de la construction, voire de la réhabilitation, j'en appelle un tout petit peu aux acteurs de l'immobilier, sur la culture, le blocage qu'ils ont aujourd'hui, sur l'évolution d'une part sur l'économie de la construction, et sur la culture et sur les usages. On se rend compte que quand on travaille, moi je suis architecte, urbaniste, et quand je travaille avec des acteurs de l'immobilier, donc la plupart des maîtres d'ouvrage que je peux rencontrer, ou des élus, parce qu'on est un peu dans la même galère de ce point de vue-là, on est encore avec des gens qui sont sur des positions très arriérées sur la manière de construire. La quantité de matériaux, on est encore, 2-3 petits exemples, on construit encore avec des chapes flottantes qui ne servent pas à rien, qui servent quasiment à rien. Sur l'économie du béton, on peut économiser énormément sur le poids des bâtiments, on peut supprimer des séparatifs en béton dans notre culture du tout béton français. On pourrait multiplier, je ne vais pas revenir là-dessus. Et c'est vrai qu'on est confronté dans la discussion avec les maîtres d'ouvrage, ils sont encore sur des habitudes qui sont très difficiles à changer. Je pense que Palladio peut jouer un rôle là-dessus, à les sensibiliser. Sur le fonctionnement des logements, sur les adaptabilités des logements, sur des parties communes plus généreuses dans le sens du partage. Et ça, il y a une petite évolution qu'il ne faut pas négliger. Je reviens à Darwin, un texte de 59 qui est très prise en compte dans le darwinisme social. Aujourd'hui, on revient sur le texte de 71, où la notion de solidarité et de partage revient. Peut-être qu'on est plus en période de crise. On sait qu'en période de crise, la notion de solidarité est plus efficace en général. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande. Et j'ai l'impression que la maîtrise d'ouvrage a beaucoup de temps à prendre en compte cette demande sociale qui permettrait de faire des économies des matériaux sur l'organisation même des immeubles. Après, la densité, juste un tout petit mot sur la densité. Oui, les densités extrêmes, jusqu'où on va, il y a une folie de la verticalité aujourd'hui. On sait à quoi ça peut conduire. Et le surcoût d'un bâtiment, bien sûr, il faut limiter les transports. Mais cette idée de la tour qui revient partout, on pourrait aussi se poser la question, qu'elle soit sur le bureau ou sur le logement. C'est extrêmement coûteux à construire, c'est extrêmement coûteux à gérer, alors qu'elle n'est pas très favorable à la densité, contrairement à ce qu'on raconte. Voilà. Je ne veux pas m'étendre plus sur différents sujets sur lesquels on pourrait revenir. Merci. Merci, monsieur l'architecte. De votre témoignage, j'ai compris que ce n'était pas vraiment une question, mais merci en tout cas de votre témoignage. Laurent, Pierre, si je vous donne 1 minute, vous la prenez pour dire votre conclusion, ou je fais une conclusion? Pierre? 1 minute, tu prends un risque. Non, 1 minute. Donc Laurent. Bon, alors, en 1 minute,
non, on est sur un sujet qui est d'intérêt général, qui est ce sujet, effectivement, c'est ce sujet du réchauffement climatique. Voilà. Les conséquences, c'est difficile en une minute de revenir sur les sujets, mais les conséquences, voilà, les conséquences. Non, le mot de conclusion, c'est que je crois qu'il faut être conscient de l'aspect disruptif de cette évolution climatique et du fait que, pour l'essentiel, ça va provoquer des changements de paradigme à des endroits qu'on n'avait pas prévus, si on n'y réfléchit pas avant, et même si on y réfléchit à des moments qu'on ne peut pas prévoir. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc, un avenir chahuté. Tu as réussi à compacifier en 1 minute ? Oui, moi, le message que je voudrais laisser pour finir, c'est dire que cette affaire, c'est bien sûr une affaire fonctionnelle, une histoire d'ingénieur, comme on l'a dit, etc., de solutions. Mais n'oublions pas aussi que c'est une affaire politique, c'est-à-dire comment le faire dans le cadre. Je ne parle même pas de la démocratie, parce que vous voyez, la Chine, par exemple, je l'intègre, même si ce n'est pas une démocratie, dans ce cadre-là. C'est comment faire pour qu'il y ait du progrès politique en termes d'augmentation du pouvoir des populations, d'une façon générale. Et puis n'oublions pas aussi que c'est une affaire de civilisation, c'est-à-dire véritablement de culture. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de continuer, alors notamment quand il s'agit de villes, ces 3 dimensions doivent se croiser. Nous ne réussirons que si nous rendons tout ça désirable et souhaitable pour l'ensemble des populations. Donc la part de l'imaginaire, de notre imaginaire, la part des artistes d'ailleurs qui le médiatisent, est absolument fondamentale dans cette affaire. Et vous avez un rôle là-dedans, bien. Merci, je me doutais que tu parlerais du désirable. C'est une habitude chez toi. Bien, merci beaucoup de votre attention et de votre participation. Elle n'a pas pu être très longue, j'en suis désolé. En tout cas, merci à nos 2 intervenants qui ont été brillants ce soir. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain débat qui aura lieu au mois de mai prochain à l'Arsenal.